Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de revue d'actualité du mois de février 2024. Dans son numéro de février 2024, la revue des Deux Mondes propose un article de l'historien Stéphane Ratti sur le décentrement des sciences humaines. Le décentrement est un phénomène qui atteint la recherche en sciences sociales et qui se caractérise par une focalisation sur l'altérité et sur des sujets marginaux. L'auteur souligne qu'il adhère à l'idée qu'aucun champ d'investigation n'est illégitime, mais il considère que ce phénomène actuel ne relève pas d'un renouvellement des sujets dû à une nouvelle méthode, comme l'école des annales avait pu en provoquer, mais qu'il serait plutôt le résultat de nouveaux fondements idéologiques qui demeurent implicites. L'auteur cherche les causes de ce phénomène. Le principal débouché professionnel des sciences sociales est depuis toujours l'enseignement. Et avec la création des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, INSPE, une grande partie des étudiants de licence se dirigent vers ces établissements, au détriment des masters de recherche. Plus grave, les examens en vue d'obtenir le CAPES testent les compétences didactiques, la motivation du candidat et sa capacité à s'approprier les valeurs de la République. L'auteur interprète cela comme un affaiblissement progressif du poids des connaissances au profit du contrôle de la conformité des profils aux exigences politiques et morales du moment. Dans la même veine, il souligne le décret du 26 août 2022 qui introduit un serment de respect aux principes et exigences de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique pendant toute la durée de leur doctorat. L'auteur s'interroge sur la nature du problème qui motive la création de ce serment. Faut-il y voir un remède contre des abus ? Il considère qu'il n'y a plus de confrontation d'idées dans le contexte universitaire, car le débat est réduit à des attaques a priori sur les préjugés idéologiques de la partie adverse. Il rappelle le nombre de conférences prévues dans des universités qui sont annulées au prétexte qu'elles menacent l'ordre public. Il considère que les revues scientifiques sont de moins en moins ouvertes aux thèses iconoclastes et que la liberté académique fondamentale a été sérieusement bridée, la liberté de choisir son sujet de recherche. Les sujets sont aujourd'hui proposés par les équipes de recherche et les apparatchiks qui les dirigent, et qui ne font plus que de l'administratif et pas de recherche. Dès lors, il est inutile d'espérer le moindre financement ou la plus modeste carrière en dehors de ce parcours fléché par l'institution. Le décentrement des questions scientifiques a laissé la place centrale à l'obéissance contrainte aux puissances administratives et financières. Autre décentrement, l'enseignement de langues anciennes, latin et grec. Les enseignements de latin et de philosophie ne manquent plus d'élèves, mais d'enseignants. Les cours sont dispensés par des vacataires dont les compétences ne sont pas testées. Dans son numéro de février 2024, Le Monde diplomatique publie un dossier sur le monde de la santé en France, intitulé « La santé à la casse ». Dans ce dossier, un article a retenu mon attention. Il est intitulé « Soignant suspendu, autopsie d'une erreur ». Celui-ci justifie que nombre de soignants aient refusé de se vacciner par le fait qu'ils avaient pu constater directement, par la pratique de leur profession, que la maladie tuait prioritairement des personnes de plus de 80 ans ou présentant des facteurs de comorbidité. Je suis surpris de voir un tel discours dans un journal de gauche, alors qu'il vaut habituellement d'être traité de complotiste d'extrême droite. Autre propos polémique tenu dans cet article, je cite « Le président de la République a préféré politiser le vaccin et banaliser le recours à l'état d'exception plutôt que de faire de la santé publique. Ce faisant, il a réactivé la colère des classes populaires auxquelles les paramédicaux appartiennent très souvent. » Sur l'état global de la santé en France, le journal rappelle qu'un quart des étudiants infirmiers ne terminent pas leurs études
et plus d'un tiers des infirmiers n'achèvent pas leur carrière. Toujours dans le numéro du Monde diplomatique de février 2024, un article porte sur la couverture médiatique reçue par le conflit israélo-palestinien depuis l'attaque par le Hamas du 7 octobre. Il y affirme, je cite, « Depuis le 7 octobre, la France a fait l'expérience d'un journalisme de meute qui déteste autant le débat contradictoire que la liberté d'expression. » Les auteurs de l'article, Serge Halimi et Pierre Rimbert, soulignent ce qu'ils présentent comme une ironie. Je cite, « Un tel tournant autoritaire s'effectue sous la conduite d'une corporation journalistique qui s'autoproclame gardienne des libertés démocratiques et d'un gouvernement élu pour faire barrage à l'extrême droite. Ils découvrent simplement que la lutte contre l'extrême droite s'accompagne depuis longtemps d'attaques contre le débat contradictoire et la liberté d'expression au prétexte de l'infréquentabilité. Autre ironie, j'aime Israël parce que c'est un pays où souffle l'esprit européen, résume l'ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, désormais chroniqueur sur Europe 1, la radio extrêmement de droite de M. Vincent Bolloré. Outre le fait de qualifier par association d'extrême droite un ancien journaliste de Charlie Hebdo, pourtant magazine d'extrême gauche, je retiens l'idée d'un esprit européen en Israël. Entre la présence de 20% d'Arabes israéliens, de 10% de Russes, et les 30% de Juifs misraïtes, c'est-à-dire des Juifs orientaux originaires de pays arabes, qui n'ont donc aucun lien avec l'Europe, l'idée d'un lien culturel entre Israël et l'Europe occidentale pose question. L'époque des Ashkénazes laïcs vivant dans des kibboutz me semble révolue. Le tournant religieux et l'envenimement du conflit qu'il cause me semblent en témoigner. Dernier passage cocasse. Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait le moins de victimes civiles possible, affirme Bernard-Henri Lévy. À ce sujet, je vous renvoie à l'article publié dans le magazine Plus 972, l'indicatif téléphonique d'Israël, portant sur l'IA appelée Lavender. C'est elle qui désigne les cibles des bombardements, et on y apprend que son cahier des charges laxiste explique une part conséquente des décès de civils. Dans son édition hiver 2023, la revue American Affairs propose une fiche de lecture sur le livre « Invention et innovation, une brève histoire d'enthousiasme et d'échecs » de Václav Smil. Selon l'auteur, il existe dans certains milieux une illusion sur l'accélération de l'innovation, qui serait portée sommairement par les TED Talks et le Forum de Davos. Mais scientifiques et investisseurs font le constat inverse. Ceux-ci se décomposent en deux sous-catégories. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'obstacle, mais un contexte social, porté par la bureaucratisation de la recherche et une régulation excessive. C'est le point de vue de Peter Thiel, un investisseur américain connu pour avoir investi très tôt dans PayPal et Facebook. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de décadence, mais un retour à la normale historique. La singularité, la transformation exponentielle de l'espèce humaine, est derrière nous. C'était la révolution industrielle du 19e et 20e siècle. Dans son essai « Énergie et civilisation », Smil souligne que la loi de Moore, selon laquelle la puissance de calcul des processeurs double tous les 2 ans, devait atteindre une limite. Cette augmentation de la puissance de calcul venait de la miniaturisation des transistors contenus dans les processeurs. La miniaturisation ne peut pas descendre en dessous de la taille d'un atome. Par contraste, l'augmentation des rendements agricoles, de la vitesse de transport, de l'efficacité énergétique, des coûts d'infrastructure et autres indicateurs de l'économie physique n'ont augmenté que de 1 ou 2% par an. Contrairement à Ray Kurzweil et Yuval Noah Harari, Smil ne croit pas à la promesse d'un futur audacieux, car il est extrêmement difficile d'être véritablement innovant. Une innovation nécessite la maîtrise d'une invention et la mise en place d'idées, de process, de matériaux adaptés et des organisations pour la rendre utile. Premier exemple cité par l'auteur, l'essence au plomb. Le plomb est toxique,
en particulier pour le développement cérébral des enfants, mais il est utile pour l'efficacité de la combustion de l'essence dans le moteur. L'essence au plomb a été considérée comme une source importante du plomb retrouvé dans le sang humain et a été interdite. Mais une étude récente montre que l'essence au plomb n'explique que 25% du plomb trouvé dans le sang humain. Que serait-il arrivé si l'essence au plomb avait été interdite dès le début de l'automobile? Ce moyen de locomotion serait-il entré dans les mœurs comme il le fit? Et si on l'interdisait dans l'aviation, où on l'utilise encore, que deviendrait ce mode de transport? Autre exemple, le DDT. C'est un pesticide peu dangereux pour l'homme et très efficace. Mais il avait l'inconvénient de s'accumuler dans les graisses, et en particulier de troubler la reproduction des oiseaux de proie. Il a été interdit pour cela, mais remplacé par des pesticides plus toxiques pour l'homme et moins efficaces. Autre exemple, les zeppelins ont été abandonnés comme moyen de transport après l'explosion du Hindenburg. Mais il n'a fait que 36 morts. C'est évidemment terrible pour les victimes, mais elles sont assez peu nombreuses en comparaison d'autres catastrophes. Ce sont les images et les enregistrements audio de la catastrophe qui ont permis la propagation de la peur. Il y a une inadéquation entre l'administration, dont l'autorité, pour ne pas dire la légitimité, dépend de sa capacité à communiquer des informations claires, en interne et avec le public, et de l'autre côté la science des systèmes complexes, comme le climat, le système immunitaire ou l'épidémiologie, qui ne permettent que des statistiques sur des systèmes simplifiés. La communication électronique immédiate menace d'amplifier la moindre conséquence d'un manque de prudence. L'administration communique donc sur un modèle simpliste, proclamé consensus officiel, et base toute sa politique dessus, indépendamment de sa validité scientifique et seulement par facilité de communication. C'est un comportement contraire au processus d'innovation scientifique qui nécessite d'expérimenter méthodiquement et patiemment, en particulier les phénomènes qui vont à l'encontre des modèles existants. L'auteur estime que ce sont l'enthousiasme irrationnel, les plans sur la comète et les prises de risques audacieuses qui, cumulés, ont permis la transformation technologique, et pas la planification rationnelle et les calculs prudents. Et il affirme que dans un monde où l'innovation serait facile et la science générerait de nouvelles solutions chaque jour, on pourrait se permettre d'accéder aux requêtes de personnes comme Greta Thunberg. Mais dans le monde réel, tel que décrit par Smil, on ne peut pas. Au revoir, et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus d'informations.